Dans le programme initial, nous avions prévu à 14 heures une intervention de Valerio de Stefano sur le management algorithmique et la surveillance au travail, apport et limites de la directive plateforme, suivie d'une intervention, d'une discussion bien sûr, une pause et ensuite l'intervention de Philippe Marcadan, réaliser le travail décent dans l'économie des plateformes. Quels sont les objectifs de la prochaine négociation à l'OIT? Après quoi, une discussion et puis ensuite, à partir de 16h20, une séquence de regards croisés des acteurs du dialogue social avec la participation de Nicolas Blanc de la CFE-CGC, d'Éric Chevet de la CPME et d'Éloi Dorado de la DGT, la Direction générale du travail. Nous constatons pour le moment l'absence de Valerio De Stefano, qui a peut-être rencontré un certain nombre de difficultés pour se connecter. Alors, peut-être que si Philippe, tu en es d'accord, nous pourrions inverser l'ordre des présentations. On Oui, pourrait commencer et laissant ainsi le temps à Valerio d'arriver. d'accord. Oui, très bien pour moi. Donc, je vais. Merci. Voilà. Alors, avant que tu prennes la parole et que tu commences, peut-être dire, en ce qui Ok. te concerne, quelques mots de présentation pour les gens qui nous suivent et qui ne te connaîtraient pas. Tu es donc chef de service, chef du service des marchés, du travail inclusif, des relations professionnelles et des conditions de travail au Bureau international du travail à Genève. Ce service couvre un large éventail de sujets, notamment les salaires et les revenus, les relations de travail et la négociation collective, le temps de travail, les relations contractuelles, la protection de l'emploi, l'économie du numérique, le travail domestique et l'informalité ou le travail non déclaré. Au cours de ta carrière, tu as travaillé sur plusieurs sujets, notamment le développement des entreprises, l'extension de la sécurité sociale et la protection du travail dans toutes les régions du monde. Tu as publié de nombreux ouvrages dans les domaines du financement, de l'organisation des travailleurs, de la lutte contre la pauvreté, de l'extension de la protection sociale, des conditions de travail et de la formalisation de l'économie informelle. Nous sommes ravis que tu aies accepté de participer à ce séminaire pour nous apporter tes lumières. Cette fois-ci, je te cède la parole. D'accord. Merci Vincent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Donc, je remercie Vincent et Cyril de m'avoir invité à parler cet après-midi et aussi à écouter les discussions, même si j'ai pas pu tout suivre, mais j'ai beaucoup appris de ce que j'ai entendu ce matin. Donc, alors, je vais partager l'écran. Voilà. En principe, ça va. D'accord. Donc, je vais vous parler d'un processus normatif à l'OIT qui est en cours, qui s'appelle le travail décent dans l'économie des plateformes et qui est une action normative. Alors, je vais expliquer un peu les termes qui s'appellent processus normatif sur la procédure de double discussion. Alors, je vais expliquer comment fonctionne le processus de définition et d'adoption d'une norme internationale du travail au sein de l'OIT, considérant qu'il existe entre cette norme internationale, possible norme internationale sur le travail décent dans l'économie des plateformes, et la régulation de l'intelligence artificielle, des chevauchements, que je vais expliquer brièvement à mon avis. Donc, quand on a préparé cette présentation, il y avait des incertitudes sur la publication, la date de publication d'un rapport hautement confidentiel du Bureau international du travail. Et on ne savait pas si le rapport serait publié ou pas publié aujourd'hui. Et donc, on a décidé, avec Vincent et Cyril, d'orienter la présentation surtout sur le processus de développement normatif, plus que sur le contenu du dernier rapport qui a été produit. Le rapport a été publié hier, donc je vais quand même ajouter en fin de présentation quelques mots, en particulier sur les points qui sont le plus, je crois, reliés à la régulation de l'intelligence artificielle. Donc, alors, ça ne descend pas là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors,
Alors, la présentation, je vais la structurer autour de 4 questions. Première, je vais dire qu'est-ce que c'est une norme internationale du travail? Alors, beaucoup d'entre vous savent ce que sont les normes internationales du travail, mais pas forcément tout le monde. Et comme je vais centrer ma présentation sur ce sujet en particulier, je pense que c'est quand même important d'expliquer comment une norme internationale du travail influe les législations nationales, parce que c'est bien de ça euh, dont il s'agit, et c'est la volonté et l'objectif des normes internationales du travail. Donc, je vais l'expliquer. Vous verrez qu'il y a différentes manières d'influencer les régulations nationales à partir d'une norme internationale du travail. Donc, je vais dire quelques mots sur ce que je pense, quel est le lien entre le processus normatif sur le travail décent dans les plateformes numériques et la régulation de l'intelligence artificielle. Je vais passer pas mal de temps à expliquer comment est conduit un processus normatif et dans le cas présent, le processus normatif sur travail décent dans l'économie des plateformes, parce que je crois que c'est très intéressant. Et à l'OIT, on a la chance de voir et d'écouter le monde entier s'exprimer, tous les pays de toutes les régions du monde. Et donc ça, je vais donner un peu d'éclairage là-dessus. Et puis, je finirai par parler de ce que sont les perspectives de développement sans entrer trop dans les détails. Alors évidemment, moi, je m'exprime au nom du Bureau international du travail, pas en mon nom personnel, parce que mon nom personnel n'a pas d'importance, et parce que le bureau doit rester dans un processus normatif d'une neutralité aussi totale que possible dans la manière dont il conduit un processus. Donc, je ne vais pas me prononcer sur ce qui est bien ou mal, ou ce que j'aime ou j'aime pas, mais je vais vous expliquer aussi froidement que possible comment ce processus se déroule. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une norme internationale du travail? Alors, les normes internationales du travail, d'abord, ça a été créé dès la création de l'OIT en 1919. Donc, l'OIT a été fondamentalement créé pour établir des normes internationales du travail. Et les fondateurs de l'OIT ont pensé que l'économie mondiale avait besoin de règles précises afin que le progrès économique soit synonyme de justice sociale, de prospérité et de paix. L'OIT, pour l'OIT, la paix dépend beaucoup des conditions de travail des travailleurs. Et donc, la première norme internationale du travail dont mon service s'occupe, c'est la norme sur le temps de travail, qui est la Convention 1, adoptée en 1919. Donc, c'est vraiment au cœur de la fonction de l'OIT. Alors, parmi les normes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, c'est pas non plus ma spécialité, mais donc vous avez des conventions et des protocoles, mais on va surtout parler des conventions, et ce qu'on appelle, qui sont des traités juridiquement contraignants quand ils sont ratifiés par les États. C'est-à-dire un État qui ratifie une convention et il est obligé, c'est volontaire, il est obligé de respecter un certain nombre de règles, et je vais revenir rapidement là-dessus. Et c'est une obligation légale. Donc les normes, conventions en particulier, sont des instruments légaux. Donc c'est de la régulation au niveau international. Soit de recommandations qui peuvent soit accompagner les conventions, donc conventions plus recommandations, soit qui sont autonomes, c'est-à-dire c'est des recommandations qui n'ont pas de convention attachée. Et les conventions n'impliquent pas d'obligation légale pour les membres, elles ne se ratifient pas, mais par contre, elles proposent des principes directeurs que les membres sont appelés à suivre autant que possible, sans être obligés à rien du tout. Donc l'influence des normes sur les législations, elle est multiple. Donc évidemment, ce que les gens connaissent généralement, c'est la ratification. Donc un pays ratifie une convention, ça veut dire que sa législation doit être conforme à la norme internationale adoptée. Ça peut aller au-delà de ce qui est dans la norme, c'est souvent le cas d'ailleurs.
Et ensuite, le pays est obligé de reporter aux, aux organes de surveillance de l'OIT, qui sont des organes qui vérifient que les instruments normatifs sont effectivement appliqués. Et ces organes émettent des observations quand ils considèrent que certains éléments de la norme en question ne sont pas appliqués ou sont appliqués partiellement, ils peuvent demander des questions, etc. Donc il y a un système de contrôle qui est très important à l'OIT de l'application des normes. Donc ça, c'est, disons, la modalité plus importante. Ceci dit, beaucoup de pays suivent les conventions, même s'ils ne les ont pas ratifiées. Par exemple, je parlais de la Convention sur le temps de travail. Elle est relativement peu ratifiée au niveau mondial, mais la plupart des pays du monde ont suivi la Convention numéro 1, même s'ils ne l'ont pas ratifiée. C'est-à-dire, en gros, ils ont adopté les principes de réglementation de la durée du travail qui étaient dans cette norme, même si maintenant ça commence à devenir un peu vieux. Et donc les conventions, c'est pas, elles ont, et les normes en général ont une influence qui va bien au-delà de la ratification. Il ne faut pas penser que seulement si c'est ratifié, c'est une influence. Non, c'est une influence même si c'est pas ratifié sur la législation. Et donc, en l'occurrence, cette norme sur le travail décent dans l'économie des plateformes, il est attendu, si elle est adoptée, qu'elle va influencer les législations de par le monde sur la question de la régulation du travail dans l'économie des plateformes. Après, il y a d'autres modalités d'influence des normes. Par exemple, dans de nombreux pays, les traités internationaux ratifiés s'appliquent directement en droit interne. Hein, les instances judiciaires peuvent se prévaloir des normes internationales du travail pour trancher des cas où la législation nationale est inadéquate ou ne dit rien sur un sujet donné. Hein. On a beaucoup d'exemples là-dessus. Par exemple, sur la classification des travailleurs dans les plateformes, certains jugements font référence à la recommandation 198, qui est une recommandation de l'OIT sur la relation de travail, malgré que leur législation n'est pas forcément en application de cette recommandation. Un sujet qui est en train de grandir beaucoup, c'est la question de la responsabilité sociale des entreprises, dans lequel les entreprises, les multinationales en particulier, mais pas seulement, s'engagent à respecter un certain nombre, ont des codes de conduite d'une certaine manière, hein, ils l'appellent code de conduite, mais c'est la même, soit non, mais c'est la même idée, qui souvent inclut des principes qui sont issus des normes de l'OIT, par exemple sur le travail des enfants, le travail forcé, hein, ou la liberté syndicale, certaines. D'autres institutions internationales utilisent les normes internationales du travail, y compris les directives européennes font référence, pour plusieurs d'entre elles, à des normes de l'OIT. Donc, à travers l'influence sur les directives européennes, elles influencent à la fin les législations nationales. Les accords de libre-échange, actuellement, beaucoup font référence aux normes internationales du travail, en particulier celles qui sont attachées aux principes et droits fondamentaux. Donc, vous avez de multiples canaux par lesquels une norme internationale du travail va influencer ou va déterminer une partie, en partie tout au moins, une législation nationale. Dans certains cas, je suis aussi en charge du travail domestique. La Convention 189 sur le travail domestique est utilisée comme un instrument de négociation par les travailleuses domestiques pour obtenir d'abord la reconnaissance que le travail domestique est un travail, et deuxièmement pour obtenir des protections particulières, par exemple sur le salaire minimum, etc. Donc pour elles, la Convention, c'est un instrument de négociation qui leur permet de discuter avec les autorités nationales. Donc voilà ce que c'est, bon, brièvement, une norme internationale du travail. Évidemment, vous pouvez passer une semaine sans problème sur le sujet. Mais donc, les normes influencent les législations via de multiples modalités, la ratification d'une convention étant la modalité la plus élevée, je dirais, en termes d'implication directe sur la législation nationale. Alors, l'action normative de l'OIT sur le travail décent dans l'économie et plateformes. Alors, je vais d'abord vous dire comment, à mon avis, bon, en quoi c'est lié à l'intelligence artificielle. Donc,
Alors ça, c'est mon opinion personnelle, hein, et je ne suis pas non plus un spécialiste de l'intelligence artificielle. Euh, Disons que le bureau, donc le BIT, hein, si vous voulez, donc moi je fais partie les fonctionnaires de l'organisation. On a proposé que la future norme ouvre l'utilisation et l'impact des systèmes digitaux automatisés basés sur les algorithmes, sur l'accès au travail et les conditions de travail. Et comme ces systèmes utilisent des données, beaucoup de données personnelles, aussi sur la protection des données personnelles. Donc ces systèmes digitaux automatisés s'appuient sur différentes technologies, majoritairement algorithmiques, qui peuvent ou non utiliser l'intelligence artificielle. J'imagine, la prospective aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ces systèmes vont utiliser l'intelligence artificielle pour se développer, hein. Et fondamentalement, vous avez deux types d'algorithmes. Les algorithmes qui sont basés sur des règles définies, codées par les humains, et ceux qui sont basés sur des techniques d'apprentissage automatique qui apprennent à partir des données traitées. Ils utilisent des systèmes complexes pour définir les règles à appliquer, hein. Donc c'est le deuxième groupe qui est celui d'intelligence artificielle. Donc, pour nous, que ce soit l'humain ou l'intelligence artificielle, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette action normative, c'est l'effet qu'ont ces mécanismes sur les conditions de travail et l'accès au marché du travail. Donc ce n'est pas, on ne régule pas l'algorithme en lui-même, on régule l'impact de l'algorithme sur l'accès du travail et les conditions de travail. Donc ça, c'est la manière dont c'est abordé dans cette norme. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment est construit. Voilà, alors les principaux points qui sont couverts concernant l'utilisation des systèmes digitaux dans les normes actuelles. Donc, vous avez un point qui est sur la transparence, l'information, sur l'utilisation des systèmes, l'impact de l'accès au travail, comme je viens de dire. Vous avez question de l'examen humain de certaines décisions appuyées ou prises par des systèmes automatisés. Vous avez un certain nombre de règles sur le fait que ces systèmes ne doivent pas générer, par exemple, de la discrimination, des excès en matière de travail, d'intensité du travail qui présentent des risques pour la santé des personnes. Et vous avez un quatrième bloc qui est sur la protection de l'utilisation des données personnelles des travailleurs. Donc ça, ce sont les points qui sont revus dans cette norme. Alors, maintenant, je vais dire quelques mots sur les antécédents du lancement du processus normatif parce que il aide à comprendre, je pense, les difficultés et les enjeux, puisque les enjeux font partie du titre de la négociation actuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier événement clé était une réunion d'experts sur le travail décent dans l'économie des plateformes qui a eu lieu en octobre 2022. Donc, une réunion d'experts, le conseil d'administration de l'OIT peut décider que une réunion d'experts, et experts, ça veut dire experts travailleurs, experts employeurs et experts des gouvernements, se réunissent pour traiter d'un sujet donné et formulent un certain nombre de recommandations au conseil d'administration sur la suite à donner sur un sujet donné. Donc, en l'occurrence, le sujet, c'était le travail décent dans l'économie des plateformes. Donc, les experts se sont réunis en octobre 2022 et la réunion a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je le dis ouvertement parce que c'est écrit, hein, donc ce n'est pas un secret d'État, ce n'est pas non plus confidentiel, avec, je dirais, des divergences de vues très fortes entre travailleurs et employeurs, mais aussi au niveau des gouvernements. Il est intéressant d'ailleurs de noter que dans cette réunion qui a eu lieu en 2022, alors qu'aujourd'hui
tout le monde parle d'intelligence artificielle, y compris à l'OIT, les mots intelligence artificielle n'ont pas été prononcés de toute la durée de la réunion, ce qui montre la rapidité à laquelle les choses évoluent et qui est un défi de faire une norme internationale sur un des sujets où le sujet lui-même évolue très vite. Hein. Donc cette réunion n'a pas réussi à se mettre d'accord et c'est sur le travail décent. Alors le travail décent, ce n'est pas la protection des travailleurs seulement. La protection des travailleurs fait partie du travail décent, mais vous avez les 4 piliers du travail décent, c'est-à-dire l'emploi, promouvoir l'emploi et l'entreprise, garantir les droits au travail, étendre la protection aux travailleurs et le dialogue social. Hein. Donc la norme ou la réunion d'experts à l'époque, c'était vraiment sur ces 4 piliers et pas seulement sur la partie protection des travailleurs, mais sur l'ensemble des piliers. Je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est un point très important dans la discussion normative actuelle. Donc, suite à cette réunion d'experts qui n'a pas été capable de prendre des conclusions, on nous a demandé de faire une analyse du cadre normatif, c'est-à-dire est-ce que les normes actuelles de l'OIT couvrent suffisamment le travail dans les plateformes ou pas? Parce que si elles le couvrent suffisamment, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle norme. Mais si elles ne le couvrent pas suffisamment, évidemment, ça donne des arguments pour ceux qui soutiennent qu'une nouvelle norme est nécessaire. Donc, on a fait cette analyse de l'écart normatif et on a trouvé, je dirais, 2 thèmes principaux de non-couverture, de gap, effectivement. Le premier, c'est que les normes internationales du travail, pour certaines d'entre elles, et je dirais même beaucoup d'entre elles, sont focalisées sur les travailleurs salariés. Or, dans l'économie des plateformes, beaucoup de travailleurs ont un statut d'indépendant, comme on le sait. Donc, on peut avoir une norme de l'OIT sur, sur la protection, la santé et sécurité au travail, mais elle s'applique qu'aux salariés, pas aux travailleurs indépendants. Donc, vous avez un gap au niveau du type de travailleur couvert ou de l'existence d'une relation d'emploi ou pas. Et après, vous avez des gaps qui sont plutôt en termes de contenu, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas contenus dans les normes actuelles de l'OIT. Tout ce qui est gestion algorithmique n'est pas contenu. Il n'y a aucune norme de l'OIT aujourd'hui qui parle du sujet de la gestion algorithmique. Et quelles sont les protections associées à la gestion algorithmique? C'est un sujet qui n'est pas couvert par les normes internationales du travail aujourd'hui. Sur la protection des données, certaines normes font référence à la protection des données personnelles, mais là encore, il y a très peu de normes qui en font un sujet en soi, la question de la protection des données personnelles. Donc ça, c'était des gammes au niveau contenu. Après, l'économie des plateformes, vous avez un sujet qui est le fait qu'elles sont transfrontalières souvent. Et là aussi, la manière dont l'OIT couvre les questions transfrontalières sont relativement limitées et c'est un des sujets sur lesquels on avait aussi identifié des gaps, en l'occurrence. Donc, basé sur cette analyse du gap, donc, le conseil d'administration, en mars 2023, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence 2025 et 26 un point normatif sur un point normatif, ça veut dire une action normative en vue de la possible création d'une norme ou 2 normes au pluriel sur le travail décent dans l'économie des plateformes. Cette décision a été extrêmement difficile. Elle a été prise par vote, c'est-à-dire il n'y a pas été généralement une décision qui est quand même très stratégique pour l'organisation de ce niveau-là. Généralement, elle est prise par consensus. Mais sur ce sujet-là, il n'y a pas eu capacité d'obtenir un consensus et donc la stratégie a été, la décision a été adoptée par vote, pas avec alors travailleurs pour, employeurs contre, et gouvernement très divisé sur le sujet, avec certains groupes régionaux en faveur, par exemple les pays latino-américains, certains groupes régionaux contre, comme l'Afrique. Finalement, le vote, pas une grande majorité, mais une majorité significative, a quand même été en faveur. Donc, ce processus normatif a été lancé. Mais
je dirais que ça n'a pas été lancé dans la douceur ni dans la facilité, hein. Donc c'est un processus sur lequel les tensions sont depuis le départ très grandes. Et je vais reparler de ça. Alors, ça, c'est un schéma que j'ai essayé de faire simple du processus normatif à l'OIT. Donc, l'élaboration des normes internationales au sein de l'OIT est un processus législatif particulier qui est défini précisément et vous devez absolument suivre ce qui a été défini. C'est un processus qui est fondamentalement un processus de dialogue social entre gouvernement, travailleurs et employeurs. Donc tous les États membres, les 187 États membres de l'OIT participent à ce processus, ou sont invités à participer. Après, s'ils ne veulent pas participer, c'est leur décision. Et les organisations de travailleurs, d'employeurs dans les États membres participent également à ce processus. Et il faut bien comprendre que les décisions sont sous leur autorité. Le bureau, c'est-à-dire nous, Cyril, moi et les autres, on n'a pas de rôle en termes décisionnels sur le contenu, la forme de l'instrument, etc. Nous, on aide les mandants à avoir une discussion. Mais ce n'est pas nous qui définissons à la phase qu'il y a. Évidemment, on a une influence parce que vous allez voir à travers ce que je vais présenter, mais il faut bien comprendre que ce sont les mandants qui décident de ce qu'est le processus normatif. Donc, vous voyez, d'abord, on doit faire un rapport blanc, après, on doit faire un rapport jaune, et après, on a une discussion à la CIT, puis après, il y a encore deux autres rapports qui doivent être faits, le brun et le bleu. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter jusqu'au jaune, parce que c'est là où on en est, et je ne vais pas rentrer dans ce qui suit. Alors, donc, le blanc. Alors, le rapport blanc, c'est un rapport qui est envoyé à tous les mandants dans le monde, qui est un rapport sur le droit et les pratiques, c'est-à-dire le but, c'est d'informer tous les mandants dans le monde de ce qui existe en termes de législation et de pratiques concernant, dans ce cas-là, l'économie des plateformes. Donc, pour qu'ils aient une vue, pour que nos mandants aient une vision large des pratiques au niveau international, hein, enfin dans le monde, ce pas des pratiques internationales, mais des pratiques dans le monde. Donc ça, c'est une partie du rapport. Et une deuxième partie du rapport, c'est un questionnaire sur la force et le contenu du ou des instruments. Donc la question du questionnaire, elle est très importante et je vais en parler un peu plus. Le questionnaire, c'est là où on va demander, où chaque mandant est appelé à expliquer qu'est-ce que lui considère que cet instrument doit être. Est-ce que c'est une convention? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est une convention plus une recommandation? Et quel est le contenu qu'il doit y avoir dans cet instrument? Donc, c'est une base très importante de consultation des mandants de l'OIT. Alors, quelques mots rapidement sur les législations existantes. Donc, il y a peu de législations qui couvrent les plateformes dans leur ensemble, enfin dans leur ensemble, ou une partie des plateformes, mais dans la totalité des dimensions, il y en a quand même très peu au niveau international. Je pense que quand on a fait le rapport, il y en avait 16 ou 17. Il y en a plus, hein, puisque donc les législations ont été adaptées, par exemple l'Australie, Singapour, pour parler des législations récentes. Donc, peu de législations, elles sont toutes récentes, toutes celles qui existent, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'informations sur l'impact de ces législations, que ce soit sur le développement des plateformes, que ce soit sur la protection des travailleurs. C'est des sujets émergents. Ah, ça, c'est une réalité. Beaucoup de plateformes, dans les plateformes, vous avez deux types, hein. Vous avez les plateformes qu'on appelle in situ, où le travail est réalisé dans une localisation géographique particulière, comme les travailleurs, les VTC, hein, c'est-à-dire les travailleurs, les taxis, ou ceux qui font de la remise d'objets. Et puis, vous avez ceux qui travaillent online, c'est-à-dire à travers les ordinateurs. La plupart des législations, et chez eux, généralement,
la plupart des législations sont sur les travailleurs in situ. Il y a très peu de législation qui inclut les travailleurs online. Et quand je parle là, c'était avant l'adoption de la directive européenne. La plupart des législations couvrent l'impact de la gestion algorithmique, mais pas toutes. Mais c'est un point qui est assez récurrent dans les législations. Et on a dirait, et ça c'est une question très centrale, certains pays se sont principalement concentrés sur l'extension de la protection à travers la reclassification des travailleurs, c'est-à-dire les protections sont associées au statut de salarié et la question du statut dans l'emploi des travailleurs de plateforme est l'objet de la législation, avec pour beaucoup de législations une présomption de relation d'emploi qui est souvent qui est très répandue dans les pays européens. Donc je vais laisser Valerio parler de ce qui se passe dans la directive européenne, qu'il connaît très bien. Par contre, beaucoup de législations dans le monde, hors des pays européens et des pays développés en général, mais même des pays développés, par exemple l'Australie, donnent des protections également aux travailleurs indépendants. Pas tous les travailleurs indépendants, mais les travailleurs indépendants dont l'autonomie est jugée faible, c'est-à-dire qui ont une forme de subordination ou de dépendance à l'égard des plateformes. Donc ça, il y a beaucoup de législations, par exemple la Chine, Singapour, l'Australie, qui sont des pays très importants, qui protègent non seulement les salariés, et je ne parle pas de la gestion algorithmique, mais sur la question de protection sociale, de rémunération, mais aussi les indépendants. Alors, bon, je vais passer rapidement sur ça là parce que le temps passe. Donc, par exemple, sur rémunération, vous trouvez différentes modalités de régler les questions de rémunération pour les travailleurs des plateformes. Souvent en référence au salaire minimum ou à travers des conventions collectives, comme c'est le cas en France pour les travailleurs indépendants à travers ce que fait ARP, par exemple. La gestion algorithmique, ça tourne beaucoup autour des obligations d'information de transparence sur les modalités d'utilisation d'algorithmes et l'impact de cette utilisation sur les conditions de travail. Et donc là, il y a aussi toute une gamme de... Alors, elles ont des différences. Quels sont les points qui sont particulièrement touchés? Est-ce que les algorithmes ont lieu à la paye? Est-ce qu'ils ont lieu à l'accès au travail? Est-ce qu'ils sont liés à l'évaluation? Donc, la législation sont assez différentes, mais on trouve quand même cette convergence. Alors, le questionnaire, donc ça, c'est, comme je disais, un point fondamental dans ce rapport blanc. Donc, le premier groupe de questions, c'est quelle est la forme de l'instrument, convention de recommandation, etc. Je vais vous montrer l'exemple du questionnaire. Et ensuite, on rentre dans chaque thème, et dans chaque thème, par exemple, le temps de travail ou la rémunération, vous avez des questions qui sont liées à de possibles dispositions obligatoires, c'est-à-dire qui sont de nature à rentrer dans une convention. Elles deviennent des obligations légales pour les membres qui ratifient, et d'autres qui fournissent plus des orientations aux États membres. Après, c'est à la conférence internationale du travail, évidemment, de décider de la forme la plus appropriée des instruments. Alors, voilà, par exemple, un exemple du questionnaire en français sur la forme des instruments. Donc, est-ce que la conférence internationale doit adopter un instrument? Oui, non. Et puis, les commentaires. Alors, le questionnaire, n'est pas un outil statistique. Ce n'est pas parce que vous avez 150 oui et 2 non que ça veut dire qu'il y a une majorité écrasante, etc. Bon, ça dit ça quand même, mais les commentaires nuancent. Hein. On est d'accord à condition que, ou on n'est pas d'accord parce qu'on voudrait changer le mot X ou Y. Donc, les commentaires sont très importants dans le traitement par le bureau des réponses aux questionnaires qui sont proposés. Voilà. Donc, on a traité toutes les réponses qu'on a reçues au questionnaire dans ce qui s'appelle le rapport jaune, qui a été publié hier, donc c'est tout frais.
et que je vous encourage, si vous êtes intéressé, à lire sur la question de cette norme, possible norme. Alors d'abord, ce qui est extraordinaire, enfin pour moi, c'est qu'il y a un nombre de réponses à ce questionnaire qui est le plus élevé probablement de l'histoire de l'OIT. C'est-à-dire que le nombre de pays qui ont répondu à ce questionnaire est extrêmement élevé, 145 États membres. Par exemple, la dernière convention qui a été adoptée par l'OIT, c'était sur violence et harcèlement sur le lieu de travail. Vous aviez 80, 90 pays qui ont répondu. Ici, on a un nombre très élevé de pays qui ont répondu, ce qui indique a priori un intérêt très grand dans cette question normative. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça concerne toutes les régions du monde. Il n'y a pas de région du monde où le taux de réponse n'a pas été élevé. Et ça concerne tous les pays, quel que soit le groupe de niveau de revenu auquel ils appartiennent. C'est-à-dire les pays à revenus intermédiaires, les pays à haut revenu, les pays à bas revenu. Tout le monde a répondu, enfin tout le monde, beaucoup ont répondu au questionnaire et il y a vraiment des réponses qui viennent de l'ensemble. On a aussi 3 à 4 fois plus d'employeurs qui ont répondu au questionnaire, ce qui montre aussi l'intérêt qu'ils ont. Les travailleurs ont aussi répondu massivement au questionnaire, mais je dirais pour les travailleurs, c'est plus habituel qu'ils répondent massivement au questionnaire, même si là, on est sur des niveaux records, mais c'est plus habituel. Donc, un nombre énorme de réponses, ce qui veut dire aussi un très gros travail pour le bureau. Hein. Ça présente à peu près 40 000 informations à traiter. Hein. Donc, on n'a pas utilisé d'algorithme pour traiter les réponses, mais par contre, on a utilisé beaucoup la digitalisation et les softwares, etc., parce que c'est un travail absolument considérable d'organiser ces informations. Alors, le rapport jaune, il contient quoi? Des observations générales, c'est-à-dire il y a des points qui sont récurrents dans les réponses, et donc une partie parle des réponses que le bureau a données à ces points récurrents. Par exemple, un point récurrent que vous verrez dans le rapport, c'est que, et ça a été discuté ce matin aussi, Monsieur Loiseau l'a mentionné, c'est-à-dire il y a toujours cette tension entre réguler pour protéger et une régulation qui va inhiber l'innovation, le développement des plateformes elles-mêmes, etc. Donc ça, ce font partie des points récurrents. Et je dirais, c'est pas seulement bon, les employeurs on dit cela, ce qui est normal, hein, enfin, ce qui n'est pas une surprise, mais beaucoup de gouvernements aussi l'ont dit. Hein. Donc comment on traite cet équilibre entre régulation pour protéger en particulier et en même temps éviter de créer une régulation trop rigide. Ensuite, on traite les questions dans le rapport jaune. Vous verrez, chaque question est traitée une par une. Donc, question 1, combien de réponses? Qu'est-ce qu'on dit les gouvernements? Qu'est-ce qu'on dit les employeurs? Qu'est-ce qu'on dit les travailleurs? Pas en détail, parce qu'il y a des limites sur la longueur du texte. Hein. Donc, on donne des exemples pour que les gens voient. Ce rapport a comme objectif, un des objectifs de ce rapport, c'est de donner à chaque mandant dans le monde la vision de ce que pensent les autres. Hein, pour qu'il arrive à la discussion à la CIT en sachant plus ou moins où sont la position des différents mandants dans le monde. Qu'est-ce que pense la Chine, qu'est-ce que pensent les employeurs ou qu'est-ce que pensent les travailleurs sur certaines questions. Et basé sur les réponses et en particulier les commentaires, parce que le bureau accorde, moi j'ai donné beaucoup d'importance dans le traitement des réponses aux commentaires qui sont faits avec les réponses, le bureau répond aux observations qui ont été faites. Donc, il prend acte du nombre de oui, de non, etc. Mais il répond aux questions, aux observations qui ont été faites. Pourquoi il a utilisé ceci? Alors, nous, on dit, voilà, ça, c'est utilisé dans la Convention 143, paragraphe 4A. Ah, toujours, on essaye d'utiliser, bon, ce sont des textes légaux, hein, donc on essaie d'utiliser des formulations qui ont déjà été approuvées au niveau tripartite et considérées comme légalement valables. Et puis, très important, Désolé, je ne comprends pas. ce rapport jaune,
en plus du traitement des réponses question par question, il inclut une proposition de conclusion qui est un pré-draft de ce que ce pourrait être éventuellement un instrument si la conférence en décidait ainsi, et qui va servir de base à la discussion de 2025. Donc la proposition de conclusion, c'est l'élément clé pour la discussion de la conférence en juin, qui est l'organe qui a autorité à prendre décision, ce qui n'est pas le cas du bureau, comme je l'ai dit. Alors, quelles sont les perspectives à ce stade? Hop. Donc, alors il me reste 5 minutes, donc je vais être bref. Donc là, je pense que tout le monde s'attend à une discussion extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas un secret, que ce soit travailleurs, employeurs et les gouvernements des différentes régions du monde s'attendent à une discussion extrêmement difficile, ce qui est aussi ce qu'attend le bureau. Donc nous attendons une discussion extrêmement difficile. Il y a des différences profondes entre travailleurs et employeurs, mais il y a aussi des différences profondes entre les pays eux-mêmes, hein, avec aussi des soucis. Par exemple, pour la Chine, les plateformes, la création d'emplois à travers les plateformes et de la création de revenus à travers les plateformes, c'est une dimension extrêmement importante, parce qu'eux, ils ont évidemment environ 12 millions d'emplois à créer par an, et ils considèrent que les plateformes aident à la création d'emplois. Donc, ils sont d'accord pour faire une régulation, mais pour faire attention de ne pas inhiber cette potentiel que les plateformes ont de créer de l'emploi, hein, ce qui est un peu ce qui a été discuté déjà ce matin aussi. D'autres pays sont beaucoup plus focalisés sur la protection des travailleurs et de s'assurer que les travailleurs sont protégés et l'équité de traitement entre travailleurs de plateforme et d'autres travailleurs. Donc au niveau des pays, il n'y a pas une vision partagée. Je dirais que globalement, les émergents sont aussi beaucoup plus sur la protection des travailleurs indépendants. Les pays développés ne sont pas tous, mais beaucoup sont plus dans une protection associée à la relation d'emploi, c'est-à-dire pour les salariés, en dehors des questions algorithmiques et de protection des données. Ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, l'Australie, comme j'ai dit, eux, ils ont une législation nationale et eux, ils considèrent, ils ont dit concrètement que le problème se pose principalement pour les travailleurs indépendants, qui sont ceux qui ne sont pas protégés. Les travailleurs salariés sont protégés par les législations nationales et c'est plus les indépendants qui ne le sont pas. Et donc, il est très important que ces normes s'occupent des indépendants. Sur les thèmes de systèmes automatisés et de gestion algorithmique, la position des pays est beaucoup plus convergente, je dirais. La très grande majorité, hein, du type 135 oui contre 5 non, ont répondu positivement à toutes les questions, à la fois sur la gestion algorithmique et gestion algorithmique système automatisé et sur les questions de protection des données. Donc là, il y a une convergence des pays qui apparaît à la lecture des réponses au questionnaire beaucoup plus forte que sur d'autres sujets où les divisions sont beaucoup plus importantes. La très grande majorité des travailleurs sont évidemment, quasi la totalité des travailleurs sont évidemment pour que des protections soient mises en place sur les questions de gestion algorithmique et la protection des données personnelles, et souvent proposé d'aller plus loin que ce qui était contenu dans les questions qu'avait formulées le bureau. Les employeurs, dans leur très grande majorité, ils ont répondu négativement aux questions, que ce soit sur la gestion algorithmique ou sur la protection des données. Alors, il faut faire attention, hein, parce que répondre à une question, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la question. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur que la gestion algorithmique doit être régulée. Ça veut dire que vous, à la réponse oui ou non, vous dites non parce que cette question, la manière dont la question est posée, ça ne va pas, etc. Donc, il faut faire très attention dans l'interprétation et pas rester sur des statistiques. Et je vous recommande, si ça vous intéresse vraiment, de lire le rapport où la formulation est très précise. Je pourrais aussi, s'il y a des questions, vous indiquer quels sont les principaux points que les employeurs ont mentionnés pour expliquer qu'ils ont répondu négativement à la plupart des questions sur ces sujets. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci à tous.
Donc, je te rends la parole, Vincent. Merci Philippe. Présentation très riche, très instructive. Je cède la parole à mon collègue Ludovic qui va prendre la main pour l'animation de cette séquence de discussion. Oui, bonjour Philippe, Ludovic du gant de l'ANAC. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat pour que je puisse les relayer. Mais avant cela, parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le moment, j'ai une première question en tout cas. Euh, Vous parliez de la réunion d'experts, ou lors de cette réunion d'experts en tout cas, il y a eu plusieurs points de vue divergents qui sont exprimés. Cas dans lequel il y a trois figures qui sont impliquées, à la fois les États, les employeurs et les travailleurs, pour le dire vite. Et je m'interroge en tout cas sur cette figure d'employeur, considérant que cette économie de plateforme, finalement, vient aussi modifier les chaînes de valeur. Donc, de quel employeur on parle, quelles nuances aussi on apporte là-dessus, considérant qu'ils ne sont pas non plus tous impliqués de la même façon dans ce contexte de développement, en tout cas de l'économie de plateforme. Merci, Ludovic. Je réponds. Oui, et puis Voilà. j'enchaînerai sur d'autres questions par la suite, peut-être. Oui, dans ces réunions d'experts, le groupe employeur, c'est-à-dire le secrétariat du groupe employeur de l'OIT, a la responsabilité de désigner les experts employeurs qui vont participer à la réunion. Donc, c'est une réunion dans laquelle vous avez 8 experts employeurs. Bon, après, ils peuvent avoir un assistant avec eux. Donc, c'est le secrétariat des employeurs de l'OIT qui désigne ces 8 experts employeurs. Alors évidemment, les critères, alors moi, ce n'est pas mon rôle et je ne vais pas rentrer dans les critères qui sont utilisés pour désigner les experts. Ce que je peux dire, c'est que du côté des employeurs de l'OIT, il y a eu beaucoup de discussions avec les plateformes elles-mêmes. Donc ça, ils ont mis en place, mais c'était après l'atelier d'experts, ils ont mis en place une task force avec les plateformes pour discuter des questions qui étaient dans le questionnaire. Donc les plateformes, même si elles ne sont pas nécessairement membres des organisations d'employeurs, elles ont quand même participé d'une certaine manière, je comprends à quel point je n'en sais rien, à cette discussion. Évidemment, cette question, Ludovic, moi j'ai géré pendant longtemps les activités informelles de l'OIT. Et donc, la question de la représentation des acteurs directement impliqués, c'est une question très importante, hein. Et donc, et dans le questionnaire, par exemple, qui a été produit par le bureau, au niveau dialogue social, nous avons demandé si le gouvernement devait consulter les organisations représentatives d'employeurs et travailleurs et les organisations de plateforme et les organisations représentatives de travailleurs de plateforme. Ça ne peut pas être les mêmes ou pas forcément les mêmes. Et donc, on a eu des réponses sur ces questions-là. Par exemple, sur cette question-là, en général, les gouvernements étaient d'accord, les travailleurs aussi, mais les employeurs étaient contre, en disant que la discussion devait rester au niveau des partenaires sociaux. Voilà ce que je peux dire. Ce matin, on a eu une présentation de l'IRES sur un peu les dynamiques de dialogue social en France, notamment sur ce sujet. Et puis avec une question qui se posait, et en tout cas plus qu'une question, un constat, qui est que finalement ces transformations numériques aussi possiblement doivent conduire à revisiter les processus de dialogue d'une certaine façon sur ces sujets. En tout cas, peut-être que pour encadrer, réguler ces transformations numériques, il faut aussi réfléchir à la façon dont on transforme ces processus de dialogue. Du coup, comment ça se pose en tout cas pour la définition de ces normes internationales? Est-ce que vous faites un peu le même constat ou pas? Alors, je dirais que comme je l'ai dit, on a proposé dans les questions d'avoir
une participation des acteurs de l'économie de plateforme directe et pas seulement des organisations représentatives travailleurs, employeurs traditionnelles. Donc, après, la décision, elle n'est pas prise par nous, mais elle est prise par les mandants. Est-ce qu'ils veulent ça ou ils veulent pas ça? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des études effectivement sur comment la liberté d'association et le droit à les négociations collectives étaient pratiqués dans les plateformes. Alors, il y a un sujet qui est un sujet très difficile, qui est l'accès à la négociation collective des travailleurs indépendants, qui est un sujet que les employeurs, pour les employeurs, c'est un problème majeur. Et pour les travailleurs, c'est un problème majeur qu'il n'y ait pas la reconnaissance de ce droit à la négociation collective des travailleurs indépendants. Donc là, ça va bien au-delà de la discussion sur plateforme. Et quand on a fait cette étude, effectivement, on observe des nouvelles modalités organisationnelles, c'est-à-dire en particulier chez les travailleurs de plateforme, la tendance à se réunir plus sur des questions spécifiques, c'est-à-dire à se regrouper en dehors des organisations syndicales d'abord et sur des questions spécifiques, par exemple une revendication sur une question de tarifs payés ou de rémunération du délai d'attente ou des choses comme ça. Et puis, donc, ils se regroupent, en particulier pour les VTC, ils se regroupent sur une question et après, hop, ils sont plus organisés en tant que tels. Donc, il y a plein de modalités qu'on observe, de formes de regroupement ou d'organisation qu'on voit se développer, qui ne sont pas les formes traditionnelles d'organisation. Après, est-ce que ces formes-là ont la force des organisations traditionnelles? Je ne crois pas du tout. Donc, il y a un problème aussi de force, parce qu'évidemment, ces organisations se battent sur un sujet, mais il n'y a pas de constance, il n'y a pas de collectif nécessairement. Et donc, leur force dans le temps n'est pas, à mon avis, du tout la même que celle d'une organisation syndicale si on parle des travailleurs. Mais c'est effectivement des sujets qui sont importants. Après, moi, je peux pas. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'inclusivité du dialogue social à l'OIT. Mais sur la question des plateformes, attendons de voir ce que vont dire les mandants sur ce sujet-là. Nous, on a proposé cette question, les réponses ont été en grande majorité oui, gouvernement, oui, travailleurs, non, employeurs. Pas d'ouverture, d'inclusion des organisations. Oui. Un peu, pour le coup, je prends un peu la balle au bond sur cette question de la représentation des travailleurs. On sait que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt les travailleurs salariés qui sont représentés. En tout cas, je parle aussi peut-être du point de vue de ce qui se passe en France avec des organisations syndicales représentatives de travailleurs salariés avec une représentation moindre, en tout cas, de ces travailleurs des plateformes. Du coup, quelle place ils ont pu aussi occuper dans le cadre de l'enquête menée? Alors, une question, ça c'est une question institutionnelle. Comme je l'ai expliqué, par exemple, on a discuté avec les travailleurs de plateforme, par exemple avec les VTC de Californie et de New York. Donc, les règles de l'OIT, c'est que le questionnaire dont je vous ai parlé, il va au gouvernement et ce qui est appelé the most representative employer and worker organization, c'est-à-dire les organisations qui sont accréditées d'une certaine manière pour l'OIT. Le questionnaire ne va pas à une organisation de travailleurs de plateforme qui n'est pas considérée comme une organisation représentative par l'OIT. Alors, évidemment, si ces organisations de travailleurs veulent exprimer leur point de vue, il faut qu'ils passent, ou les plateformes, comment on fait les plateformes? Les plateformes, elles sont passées à travers les organisations d'employeurs. Donc, il faut que les organisations de travailleurs passent à travers les syndicats pour faire remonter leur point de vue. Ce qui est évidemment pas toujours facile, mais pour l'instant, la Constitution est cela. Ok. Je m'autorise à prendre peut-être quelques questions là qui sont adressées par les auditeurs et notamment une première question sur le lien fait ou pas avec les travaux en cours
à l'époque de l'Union européenne sur la directive sur les travailleurs de plateforme. Est-ce que ça, ces éléments ont pesé ou pas? Quelle lecture vous avez pu en avoir? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, le questionnaire en question a été adressé à tous les pays européens, et les syndicats et les employeurs européens, donc les membres de l'Union. Et évidemment, à travers les réponses que en particulier les gouvernements, mais aussi les travailleurs ont fait au questionnaire, ils se sont référés. La directive n'était pas encore, enfin, ça dépend de la date où on a reçu les réponses, mais ils se sont référés à la directive. Donc, d'une certaine manière, la directive, elle est aussi pas incorporée à 100%, mais à travers les réponses qu'on a reçues, il y a des références à la directive. Donc, évidemment, le rôle du bureau, c'est de te dire compte des réponses des mandants. Donc, s'il y a des références qui sont faites, on en a tenu compte. On a évidemment aussi discuté avec la Commission européenne plusieurs fois sur la directive et les points de négociation, les points qui étaient difficiles, etc. Donc, effectivement, on a bénéficié quand même du travail qui a été fait en Europe sur la directive, euh, par ce que nous a dit la Commission européenne sur les points de difficulté qu'ils ont rencontrés, d'arbitrage les plus compliqués. Mais après, on a reçu des réponses des États membres et des employeurs et travailleurs d'Europe. Alors, les employeurs d'Europe, ils n'ont pas beaucoup fait référence à la directive, mais les travailleurs ont fait référence à la directive quand même. Et donc ça, c'est effectivement incorporé dans la discussion et dans le rapport jaune. Une question clé, c'est évidemment que cette norme, et je suppose que les pays européens vont intervenir massivement au cours de la conférence, mais j'en sais rien parce que ce n'est pas moi, les pays européens, pour que la convention, s'il en existe une du côté de l'OIT, soit compatible avec Ils vont essayer, j'imagine, de la rendre compatible avec la directive européenne, parce qu'ils ne vont pas avoir, ça ils nous l'ont dit, hein, plusieurs dans les réponses ont dit, on ne peut pas avoir une directive européenne et changer les législations nationales pour appliquer la directive européenne, et puis après une convention de l'OIT qui va encore demander de changer les législations. Donc la question de la compatibilité entre la norme de l'OIT et la directive européenne, j'imagine que c'est un point qui va être soulevé par les pays européens lors de la conférence. Euh, alors, j'ai une autre question qui est assez développée. En tout cas, on indique que cette présentation est passionnante. Donc, je me fais le relais de ça. Euh, alors, sur cette question, en fait, il y a cette idée que finalement, on a quand même autour de la table des mandants là, qui arrivent un peu en ordre dispersé, en tout cas avec des points de vue et des visions assez divergentes sur le sujet, dans un contexte de tension, de division géopolitique aussi importante. Et du coup, euh, voilà, soutenir ce travail de négociation internationale sur ce sujet, est-ce que c'est le risque de fragiliser la position d'un régulateur comme l'OIT, ou au contraire, c'est aussi une occasion peut-être de rendre compte de la nécessité peut-être d'avoir un acteur un peu tiers de régulation sur ces sujets? Comment, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais Oui, bon, peut-être. merci pour la question. Alors, je dirais qu'effectivement, je vais répondre en parlant d'un autre sujet. Ça m'évitera d'être. Évidemment, il y a toujours des risques. Donc, nous, on est, par exemple, en charge du salaire vital, le living wage. Vous savez? Donc, le living wage, c'est un sujet qui était dans la constitution de l'OIT depuis 1919. Mais jusqu'à février l'année dernière, on ne pouvait pas travailler sur ce sujet parce qu'il y avait un conflit fort sur la compréhension du sujet et les règles qui s'appliquaient à ce sujet du living wage, notamment entre les employeurs et les travailleurs, mais aussi au sein des gouvernements. Et donc, c'était un sujet de blocage constant qui était très mal compris
par les interlocuteurs à l'extérieur de l'OIT, parce qu'ils disaient, bon, c'est dans votre constitution, pourquoi vous ne pouvez pas travailler sur ce sujet-là? Et donc après, et en partie grâce à la directive européenne sur la CSRD, sur la directive sur l'obligation de reporting des entreprises de la Commission européenne, on a obtenu un accord tripartite sur ce sujet de living wage en février l'année dernière, à travers un atelier d'experts, comme vous avez vu, qui a été ensuite validé par le gouvernement. Et le fait qu'il y ait un accord pour l'OIT a été considéré comme enfin les travailleurs, les employeurs et les gouvernements se mettent d'accord sur un sujet. Donc c'était, au-delà de living wage, c'était un sujet, un succès du dialogue social sur le sujet. Donc si on reste évidemment sur le blocage, c'est le risque existe, hein, je suis le premier conscient que ce risque existe, mais s'il y a un succès, et j'espère qu'il y aura un succès, en même temps, ça démontrera la force du dialogue social et la possibilité d'arriver à un résultat. Ce qui est très encourageant quand même, c'est que toutes les parties ont considéré qu'une norme devait être produite, à part 2-3 exceptions. Les parties ont considéré. Après, c'est la forme de l'instrument et le contenu de l'instrument sur lesquels les divergences. Pour l'OIT, ça sera la première norme vraiment sur le monde contemporain, un sujet contemporain. La dernière convention, c'était la violence et le harcèlement, qui est aussi vieux que l'être humain, malheureusement. Celle d'avant, c'était le travail domestique, aussi très vieux. Donc celle-là, c'est vraiment un sujet contemporain du monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de tout le monde que l'OIT ne peut pas échouer sur ce sujet-là. Car par contre, effectivement, comme la question le suggère, un échec serait extrêmement négatif, non seulement pour l'organisation, mais l'organisation, elle est ses mandants. Donc pour la capacité du dialogue social à trouver des accords sur des sujets qui sont difficiles. Parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont très importants sur cette question des plateformes. C'est pas comme violence, hein, là. Et donc, je pense que ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Alors, admettons que ça aboutisse à un succès, espérons-le. Est-ce que l'encadrement des algorithmes des plateformes, et donc qui vise en premier lieu les travailleurs de ces plateformes, pourrait servir aussi de modèle à un encadrement plus général de l'utilisation des algorithmes dans les relations de travail, quels que soient les Absolument. Enfin, ça c'est mon point de vue. Évidemment, moi je vous donne mon point de vue personnel sur cette question, parce qu'après c'est une décision qui ne m'appartient pas. Mais effectivement, par exemple, si vous prenez le thème de la violence, il était traité dans la Convention sur le travail domestique, et après il est devenu un sujet en lui-même. Donc on peut imaginer que la question de la protection sur la question de la gestion algorithmique, qui sera, je pense, vu les majorités qui sont traitées par cette norme, si une norme est adoptée, peut faire après l'objet d'une norme spécifique sur le sujet, sans être. Et ça, c'était par exemple un des points des employeurs. Ils disent pourquoi les algorithmes c'est utilisé partout dans l'économie, pourquoi on fait une régulation que sur ce qui se passe dans les plateformes. On crée une inégalité de traitement entre les entreprises. Donc on rentre dans la compétition non loyale. Donc il est tout à fait dans l'histoire de l'OIT, il y a beaucoup de sujets comme ça qui étaient inclus dans une convention sur un sujet donné, hein, comme je disais, violence et harcèlement dans la Convention sur le travail domestique, qui après deviennent le sujet en soi d'une convention propre. Et effectivement, la position actuelle que je perçois est qu'il faudra, à travers les réponses que j'ai lues, hein, c'est pas mon, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais simplement les réponses que j'ai lues, on sent qu'il y a l'idée qu'il va falloir qu'un jour l'OIT ait un instrument propre sur ces questions-là. Voilà. Et alors, une autre peut-être façon de se poser la question précédente, c'est est-ce que ces discussions qui s'engagent et ces négociations qui s'engagent autour de la gestion algorithmique euh, des plateformes, c'est aussi commencer à
à discuter ou commencer à réfléchir à des formes d'encadrement de ce qui pourrait être une plateformisation, en tout cas étendue de l'économie, de commencer à se prémunir, en tout cas, de cette tendance qu'on observe? Bon, alors, donc je pense que là-dessus, les points de vue sont assez différents, hein. Je parle des points de vue de ce que moi j'ai vu dans les réponses, parce qu'effectivement, alors il y a toute une partie qui pense à la plateformisation de l'économie, mais c'est pas un point de vue qui est vraiment partagé par l'ensemble des mandants, hein. Donc, certains d'ailleurs ayant des difficultés à comprendre pourquoi autant d'énergie sur l'économie de plateforme qui représente une partie très limitée de la force de travail, hein, des pays. Alors évidemment, si la norme existe, elle va fixer, elle va prendre du temps pour être définie, mais après, elle fixe un cadre pour l'économie de plateforme. La question clé, évidemment, et ça sera la question, à mon avis, une question cruciale de la discussion de 2025, c'est ce qu'on appelle en anglais le scope, c'est-à-dire quel est le champ d'application, quelles sont les plateformes couvertes. On couvre toutes les plateformes, par exemple YouTube, on couvre que certaines plateformes, mais pas toutes les plateformes. Donc la proposition du bureau, elle est de ne pas couvrir toutes les plateformes à la lecture des réponses qu'on a reçues. Réponse en partie inspirée par la directive européenne, je dirais, dans ce cas présent. Et quels sont les travailleurs couverts? Est-ce qu'on couvre tous les travailleurs dans les plateformes qui sont couvertes ou on couvre, par exemple, que les salariés? Certains pays veulent couvrir que les salariés. D'autres disent non, il faut couvrir que les indépendants parce que c'est eux qui ont un déficit de protection. Donc, je pense que la question du champ, alors évidemment, s'il y a une plateformisation de l'économie et que la norme, elle restreint, comme il est proposé actuellement, le champ d'application à certains types de plateformes et les travailleurs engagés dans ce certain type de plateforme, son application sera limitée à ce champ-là, ne va pas s'appliquer à toute la plateformisation de l'économie. Elle peut servir d'inspiration, mais je pense qu'un des arguments très forts qu'on a beaucoup vu dans les réponses très nettement indiquées par les employeurs, mais aussi au niveau du conseil d'administration et par beaucoup de pays, c'est qu'il y a une énorme diversité de plateformes, une diversité de business models, de relations au travail, etc. Donc, comment couvrir une diversité aussi grande avec un seul instrument? Ça, c'est un sujet extrêmement compliqué, effectivement. Et donc, le bureau a essayé de donner à la fois de restreindre le champ d'application, mais aussi de mettre beaucoup de flexibilité dans la modalité de formulation euh, des propositions de conclusion pour prendre en compte la diversité. Il faut aussi, quand vous faites une norme internationale au niveau de l'OIT, il faut que vous teniez compte que vous travaillez avec des pays qui ont des capacités institutionnelles très différentes. Donc, si vous faites une norme qui n'est applicable que dans les pays à haut revenu avec des institutions fortes qui marchent bien, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut tenir compte des diversités de capacités quand vous formulez une norme. Sinon, elle sera inappliquée, inapplicable dans beaucoup de pays. OK. Euh, le maître du temps m'indique que nous sommes contraints un peu de mettre fin à cet échange très riche. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments qui nous permettent aussi de mieux saisir aussi la façon dont se posent ces questions d'encadrement, de régulation, peut-être à d'autres échelles, et que peut-être les difficultés, mais aussi les leviers activés sont peut-être aussi des éléments à reconsidérer, aussi pour chacun d'entre nous agir à d'autres niveaux. En tout cas, merci pour la clarté de vos réponses et de votre présentation. Vincent, je te laisse la main Merci. pour la suite. Merci Philippe. Merci Ludovic, merci Philippe.